Salut à tous, donc bienvenue sur Méta TV, c'est la libre antenne, 21h minuit sur Méta TV comme tous les soirs. Donc ce soir on attend Pascal Souffrant, pour le moment pas de nouvelles, c'est pour ça qu'on commence un peu en retard. Bon, il doit être certainement pris dans les embouteillages, je sais pas, en tout cas on n'arrive pas encore à le joindre, il va certainement être en route. Donc on a décidé de commencer quand même l'émission, de prendre l'antenne. Bon, j'ai des petits problèmes là pour me connecter encore sur le chat. Je sais que vous étiez nombreux, qu'il y avait One, Seigneur, Alice Bag, Vitali, Melkazer, Ozzy, etc. Ben voilà, salut à vous tous. Et donc pour commencer, bon, puisque cette émission, c'était une émission avec Pascal Souffrant, qui est l'animateur phare de Génération, hein, c'est lui qui anime l'émission Parlez-vous français, hein, Parlez-vous c'est franc, avec comment dire, une autre émission aussi, puisque c'est le morning maintenant qu'il anime, hein, le matin, hein, donc de 5h30 à 9h sur Génération, mais il a animé aussi pendant longtemps Ça dit quoi avec Aurélie, voilà, enfin ça reste, j'ai envie de dire, l'animateur phare du rap francophone, hein, clairement en France, et bah on l'attend quoi. Donc pour commencer, moi j'ai décidé de faire un petit flashback et de revenir sur mon parcours dans le rap, puisqu'on me l'a souvent demandé. Je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion. On m'a dit oui, tu parles jamais de ton parcours et de tout ce qui s'est passé dans le rap. Alors d'ailleurs il y en a certains qui savent que j'ai un parcours dans le rap, il y en a d'autres qui savent pas, il y en a qui m'ont dit mais alors c'était toi en fait, etc. Donc oui, c'est bien moi, le rappeur des spécialistes Diabus System à l'époque, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, ça remonte évidemment aux années 90. Ça va pas nous rajeunir, hein, on va dire. Donc voilà, il y avait à l'époque donc un groupe qui s'appelait Diabus System, composé de Abuse et Mistadi. Hein. Alors Abuse aussi, hein, je sais qu'il a ressorti des trucs récemment, on lui fait une grosse dédicace. De toute façon, on passera un clip de Diabus System, vous allez bien voir. On va trouver aussi le clip de Abuse. Je sais que Steph à la régie va trouver ça, des clips de Abuse. Voilà. Donc à l'époque, donc Diabus System, ça s'est monté très tôt. Hein. Ça s'est monté 88, 89. Hein, vraiment pour remonter à mes souvenirs, c'était oui dans ces eaux-là. J'étais encore à l'école, j'étais encore un lycéen même, me semble-t-il. Enfin, j'étais très jeune, hein, vous savez. Et donc voilà, ça a commencé avec Diabus System, donc Mistadi, Abuse, qui ont monté le groupe. À l'époque du rap français, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, c'était les premiers groupes de rap français, on va dire. Abuse, lui, donc il faisait les textes, et Mistadi, lui, c'était le producteur. Donc ils ont commencé à travailler, on va dire, vraiment ce qui était la formation la plus classique. Hein, vous voyez, autant comme dans la musique classique, on va parler d'un orchestro, donc il y a le mec avec, je sais pas, son violon, l'autre avec le violoncelle et l'autre, etc. Et ben dans le rap, la composition classique, de toute façon, tous les anciens le savent, c'est un rappeur, un DJ. Et il se trouve que Mistadi, lui, il cumulait le rôle de DJ et de producteur, parce que tous les DJ sont pas producteurs et tous les producteurs sont pas DJ, mais lui il se trouve que c'était un DJ producteur, un peu comme DJ premier, voilà, c'est-à-dire qu'il est à la fois DJ et à la fois producteur, c'est-à-dire qu'il fait des sons, il produit des sons. Donc il a commencé à bosser même c'est-à-dire sur un, comment on appelle ça, sur un S950, un Akai. Donc ça, ceux qui connaissent évidemment, hein, les connaisseurs connaissent parfaitement cette machine qui est assez mythique, hein, le Akai S950, donc avec lesquels des albums classiques, hein, du rap ont été faits. Hein, voilà, hein, c'est vraiment une machine qui avait révolutionné à l'époque. Et Abuse, lui, c'était le roi de l'impro aussi, il faut bien le préciser, et qui avait un style très ragaïsant, hein, dans ses débuts. Hein, d'ailleurs, Diabuse, d'ailleurs, ils avaient même participé à une compile de Zouk à l'époque, espèce de compile Ryan Zouk qui avait plus ou moins cartonné aux Antilles, où il y avait un morceau d'Abuse qui s'appelait Fais ta valise, qui était magistral pour moi, une espèce de raga hip-hop, fais ta valise, c'était vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, ça a été leur début. Ils ont fait aussi, alors Diabus System, ça a commencé avec un Nation Rap. Nation Rap, c'est la compilation de rap français qui a été produite à l'époque par Sydney. Sydney, pour ceux qui connaissent, c'est HIP, HOP, bien sûr, la fameuse émission de TF1, celle dont Mathias Cardet parle dans son livre. D'ailleurs, je lui passe une grosse dédicace, hein, plein de bisous à Mathias aussi, au passage.
Et voilà, c'est comment dire, c'est une compilation à l'époque où Sydney, il était avec quelqu'un qui est très connu aujourd'hui, il s'appelle David Guetta. Hein, donc pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, David Guetta a été le DJ de Sydney à cette époque-là. Et oui, donc allez vérifier, hein, parce qu'il y en a qui vont sauter sur leur chaise en disant mais là, il doit fabuler complètement. Évidemment, les vrais le savent que tout ça est authentique et très facile à vérifier. Donc la compilation, évidemment, Nation Rap, donc avec d'ailleurs il y a même un morceau dessus, David Guetta et Sydney. Et donc ça, c'est vraiment les prémices du rap. Et puis aussi, alors évidemment, moi, j'étais donc dans cette aventure dès le départ. Au début, dans Diabus, je rappais pas. J'ai même dansé. J'étais danseur, on va dire. Donc c'est pas duré très longtemps. Même avec le frère d'Abuse, on a fait. Alors quelqu'un va me ressortir peut-être des vidéos parce qu'on a quand même fait des petites scènes qui ont été filmées. Mais bon, à l'époque, c'était pas Internet. Hein. Vous avez des films et tout. C'est plus compliqué quoi pour les passer aujourd'hui. Mais bon, le film doit bien exister quelque part. Et donc je suis en train de danser, évidemment, faire des chorés avec le frère d'Abuse. On a été les danseurs sur Internet. Et ensuite, de fil en aiguille, on s'est mis évidemment à faire des bacs, et moi particulièrement à faire les bacs d'Abuse. Et tout ça m'a mené à devenir aussi rappeur et à écrire moi-même. À l'époque, il y avait aussi quelqu'un dans l'équipe qui s'appelait Papy Fredo. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent encore, hein, c'est du pointu, là on parle vraiment de connaissances vraiment assez pointues du rap, parce que voilà, Papy Fredo à l'époque, il faisait partie de l'équipe avec Diabuse, donc on peut dire que moi j'ai même aussi commencé avec lui, on a commencé à écrire des textes, etc., un peu au même moment, on va dire, et bon, voilà, c'était la petite famille qui était en train de se composer. Après, il y a eu évidemment Storka. Alors, Storka, voilà, je lui passe une grosse dédicace à Nadir. Évidemment, Nadir, lui, il est venu, c'était un ami de base, évidemment, c'était un ami de la famille. Hein, et puis, donc, il est venu se greffer naturellement. Alors, il avait un rôle, au début, c'était le DAT man, c'est lui qui lançait les DAT sur scène. Et on a eu aussi, après il y avait Babé, donc c'était une chanteuse qui est venue aussi avec nous, qui est, alors Babé, je passe des gros bisous, peut-être elle verra ces images un jour, je ne sais pas. En tout cas, je lui fais plein de bisous à Babé. C'était une chanteuse extraordinaire, elle avait une voix absolument à tomber par terre, une voix magnifique. Et voilà, c'était la petite équipe avec laquelle on arpentait les routes. Et on faisait des concerts. Alors les concerts à l'époque, c'était pas les concerts comme aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de moyens. Alors, on mettait les musiques sur DAT. D'ailleurs, pour nous, c'était tout un problème parce que vous savez, les DAT sont des cassettes. Hein. Alors ça ressemble à une cassette analogique, mais en fait c'est numérique. C'est une cassette digital audio tape, hein, le DAT, qui est encore utilisé d'ailleurs. Hein. C'est quand même voilà, quelque chose d'assez fiable. Et donc on avait les DAT portables. Et donc sur les DAT portables, on mettait les musiques pour faire l'émission, je dis l'émission, complètement, vous voyez, comparaison, voilà lapsus, non, pour faire le concert. Et donc pour faire le concert, on mettait donc ces DAT, c'était cassettes qu'on avait préparées à l'avance. Et c'était, écoutez, on a eu une période assez dingue, on faisait en gros 5-6 concerts par semaine. Parce qu'à l'époque, en France, pour faire des concerts de rap, c'était les débuts du rap, les organisateurs n'avaient pas le même esprit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît bien le rap, hein. C'est beaucoup plus connu, admis, reconnu, etc. Là, il fallait voir qu'on était en train de débroussailler quelque chose qui n'existait pas. Le rap, personne ne le connaissait. Voilà, c'était venu avec cette grande vague des années 80 et puis l'émission de Sydney. Et puis après, il y a eu, évidemment, c'était la compile Rapatitude, il y a eu Solar, il y a eu NTM, il y a eu un peu après aussi IAM, et donc Assassin, bien sûr, qui étaient des groupes très phares, qui montaient le mouvement. Mais il y avait un grand mouvement underground qui était en train de se créer, voilà, donc il y avait Diabuse, il y avait Fab, il y avait Sléo, voilà, je me souviens de Stalgie, MIC, hein, pour ceux qui ont connu, ça aussi, c'est un ancien, lui, il nous a beaucoup aidé, en plus il a beaucoup aidé Diabuse, il avait prêté ses machines à l'époque pour que justement Mistadi fasse les sons, parce que Mistadi faisait les sons de plusieurs groupes à la fois, il faisait pas que les sons pour Diabuse. D'ailleurs, ils ont même commencé dans le début de leur parcours avec Alliance Ethnique. Pour ceux qui connaissent, Alliance Ethnique, bon,
Alors c'est qu'ils ont eu un énorme succès par la suite. Donc voilà, c'était, bah, vous voyez, c'était l'équipe de départ. D'ailleurs, on comparait beaucoup Kamel dans ses débuts et Abuse parce qu'il faisait des flows rapides. Ce qui était une particularité parce qu'il y a très peu de rappeurs qui arrivaient à faire des flows aussi rapides que Kamel et Abuse quoi, en France. Et c'était vraiment remarqué. Et donc à partir de là, Diabus System, évidemment, ils ont commencé à monter, à faire de plus en plus de scènes parce qu'à l'époque, il y avait très peu de disques. C'était très difficile de faire des disques. Enfin, les disques, ça a commencé à se démocratiser à partir de l'ère numérique. Avant, on peut dire que c'est un privilège, c'est réservé à une élite, c'est pas du tout, comment dire, quelque chose de démocratique. Faire des disques, aller en studio, ça nécessite à l'époque des gros moyens avant le numérique parce qu'on travaille sur des bandes. Alors, il faut acheter les bandes coûtent quasiment 1000 francs pièce. Donc 1000 francs, alors aujourd'hui c'est 150 euros, mais même aujourd'hui 150 euros c'est énormément. Et donc imaginez-vous quand vous avez un album à faire et que vous devez acheter plusieurs bandes, etc. C'est très très cher, extrêmement cher. Et donc faire un disque, même en autoproduction, c'était possible, c'est rendu possible surtout un petit peu plus tard, vers les années 96-97, mais c'est quelque chose qui se démocratise avec évidemment l'arrivée du numérique qui commence également à envahir évidemment la musique et donc ces nouveaux logiciels, le fait de pouvoir enregistrer sur un ordinateur, Pro Tools, etc. Ça a tout révolutionné au niveau des techniques et au niveau de la facilité et du coût et du temps. Donc d'un coup on s'est retrouvé avec des machines beaucoup plus accessibles. Avant ça, faut se dire que c'est très très compliqué, donc même quand on a commencé Diabuse, par exemple en 89, c'est encore extrêmement compliqué de faire un clip soi-même, de faire un album soi-même, etc. Tout ça est extrêmement compliqué. Donc malgré tout, Diabuse fait énormément de scènes un peu partout en France. J'ai envie de dire, on écume la France de long en large. On va dans toutes les villes, ils ont même fait des concerts à l'étranger. On est parti en Allemagne, ils ont fait des concerts en Angleterre, en Suède. Enfin, ça a été un parcours assez incroyable pour un groupe underground, jusqu'à évidemment l'aboutissement qui était de sortir des chansons. Donc le premier EP de Diabuse qui est sorti, c'est... Alors des fois, il faut même pas m'en vouloir sur les dates, ça fait tellement longtemps. Donc c'était 94 ou 95, c'est l'album Laisse-nous faire. Et un album bleu avec une pochette qui avait été faite. Alors j'ai perdu le nom du graphiste de l'époque, c'est Zou ou quelque chose comme ça. C'est un graphiste qui faisait assez sensation d'ailleurs même à l'époque, qui avait fait cette pochette de Diabuse. Qui finalement restera marqué dans l'histoire, donc l'album Laisse-nous faire de Diabuse System. Donc le premier album de Diabuse System. Alors en plus c'est un album qui est sorti je crois en 94-95, mais ce sont des morceaux qui étaient très vieux pour la plupart, qui dataient même de 2-3 ans. Vous voyez, pour vous montrer l'écart qu'il existait à l'époque entre le moment où on arrive à sortir un album et au moment où on avait commencé à enregistrer les morceaux. Et donc l'album qui est sorti en 94, c'était vendu main à la main, c'était des circuits indépendants, il n'y avait pas de distribution. C'était ça le plus difficile, c'est qu'il n'y avait pas de distribution, on savait pas, on pouvait pas distribuer le disque, hein, donc c'était très compliqué. Puis il n'y avait pas d'internet, hein. On était tranquille, mais c'est compliqué pour vendre des disques, hein, parce que il fallait aller vers le public, il fallait voir le public. Si tu n'étais pas en face du public, c'était impossible de vendre ton disque. Donc le disque, on les vendait main à la main, par les réseaux, etc. Et on faisait des dépôts-ventes aussi dans les magasins qui existaient. Il y avait quelques magasins à l'époque, hein, vous savez très bien, ceux qui ont connu l'époque de Ticaret, etc., Sound Machine, enfin il y avait plein de Sound Record, etc. Il y avait plein de magasins un peu partout qui vendaient du vinyle et qui vendaient des cassettes, des t-shirts, qui faisaient partie intégrante de la mouvance hip-hop qui se développait au début des années 90. Hein. Ça faisait partie on va dire, du principe. Alors on me dit, ouais, c'est dégonflé l'invité, je sais pas, non, je ne pense pas, j'ose pas imaginer quand même. Alors pour moi, les vrais rappeurs, c'est One qui dit Missa, Topa, Escescro, Kimto et quelques autres. Merci. Il y a une phrase justement de Cardé que j'adore, il dit non, le rap n'est pas mort, il vient de naître. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, par rapport à ce qu'on est en train de vivre aussi aujourd'hui dans le rap. Et d'ailleurs, quand on vivait
Ça, à l'époque, moi, quand je me souviens, dans les années 90, et on pensait à ce qui allait se passer maintenant, finalement, ce qui se passe aujourd'hui, on n'en a jamais douté. Hein. Moi, je veux dire, à mon niveau, j'ai jamais douté que le rap allait devenir un mouvement énorme, une musique qui allait absolument être majoritaire, qui allait dépasser la variété, occuper les charts et devenir la musique populaire numéro 1. Je n'en ai jamais douté. Dès le début, dès les années 80, même quand j'étais tout petit, à partir de HIP, HOP, j'ai jamais douté. Et encore plus, alors à partir des années 90, je vous en parle même pas. Parce qu'il faut voir qu'en plus, dans les années 90, en France, il y a rien au niveau du rap. Il y a une émission qui s'appelle Rapline, qui est l'émission de Olivier Cachin, et qui est la seule fenêtre ouverte dans les médias sur laquelle on peut voir du rap. Sinon, il n'y a rien, il n'existe rien. D'ailleurs, c'est le même Olivier Cachin, ensuite, qui va créer le magazine L'Affiche, qui sera aussi le grand portail d'entrée du rap, avant que de se faire détrôner par Skyrock, on va dire, aux alentours de 1996, où ce sera alors à ce moment-là Skyrock qui sera le grand portail du rap, qui aura détrôné L'Affiche. D'ailleurs, L'Affiche va disparaître, et la presse spécialisée musicale avec. Et si vous voulez, donc pour revenir à ce début des années 90, donc le rap est en train d'augmenter. Nous, évidemment, avec Diabus System, la petite équipe se monte, on est en train de... Voilà, le Laisse-nous faire qui sort. Il y a un titre de Laisse-nous faire qui est repris par Nav Radio Nova, qui est assez médiatisé, qui s'appelle Les Vacances. Donc d'ailleurs, il le prend pendant les vacances, mais il ne cesse de le passer à tel point que le titre va passer pendant jusqu'à 2 ans après. Il était encore dans la playlist. On a dû demander à Nova de l'enlever. Je me rappelle la demande d'Abus qui disait que le titre était dépassé à l'époque. Mais tellement le titre passait. Il avait matraqué, effectivement. On peut dire que Radio Nova avait matraqué ce titre-là. Un titre assez, j'ai envie de dire, un refrain accrocheur. Si c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, voilà, donc ce Diabus System, ensuite, avec tout ce buzz, on va sortir un album chez Night and Day. Night and Day, donc c'est le premier distributeur rap, si j'ose dire. Il marche dans les traces un peu de l'espèce de Motown du rap français. C'est un peu le grand découvreur, celui par qui tous les talents arrivent, parce que c'est le seul à accepter, on va dire, de travailler avec des labels indépendants de rap. Et donc il se constitue évidemment, on va dire, un catalogue sur la base des groupes qui existaient déjà et qui étaient des groupes très importants, comme La Clica, Expression Directe, Time Bomb, qui sont devenus d'ailleurs les groupes phares de ces années-là. Faut bien comprendre ça. Donc à l'époque, Night and Day a eu évidemment un énorme flair en sentant arriver cette vague de rap indépendant, de qualité, qui était produite par ces labels, parce que finalement il y avait un décalage extrême entre la qualité des productions, l'engouement et le public qui existait, et la véritable offre et la véritable visibilité, qui était absolument démesurée, incomparable. Et donc voilà, je pense que cet homme-là, Monsieur Coleoni, paix à son âme, puisqu'il est décédé depuis, avait senti le filon absolu qui s'ouvrait avec ces nouvelles productions, et il a décidé donc de signer comme ça un certain nombre de groupes de rap et qui ont plus ou moins évidemment marqué l'histoire du mouvement et qui ont, je peux dire, posé les bases même. Et à partir de là, donc évidemment, tous les groupes qui ont signé dans ces maisons de distribution et puis qui ont vendu un certain nombre de disques, parce que ça a évidemment fonctionné, tout ça a été récupéré par les grandes majors qui sont venus par la suite ramasser les marrons du feu une fois qu'ils ont vu que tout ça finalement était assez énorme. Et c'est pour ça que tous ces groupes quasiment qui étaient à l'époque chez Night and Day ont quasiment tous signé en maison de disques, que ce soit La Clica, d'Expression Directe, Diabus System, Time Bomb, etc. Il n'y a eu que des contrats de major par derrière. Donc pour mon cas, moi qui suivais Diabus System, et puis j'étais devenu backer, manager, donc j'avais une espèce de double casquette assez incroyable d'ailleurs. Donc je faisais les backs de Abuse, et en même temps j'étais manager de Diabus System, puisque je m'occupais de tous les aspects juridiques, on peut dire, financiers et contractuels, plus ou moins. Voilà. Puis j'étais pas tout seul, on était plusieurs à occuper ce poste.
mais voilà, je faisais partie aussi de ce côté-là, parce que de par mes études et de ma formation, bah, tout de suite, je me suis dit, je vais amener un côté organisationnel à évidemment eux qui avaient plutôt effectivement une mentalité d'artiste. Ils ne m'en voudront pas de dire ça, ils savent très bien pourquoi je dis ça, parce qu'ils étaient très artistes dans leur mentalité, et moi, j'ai ramené une dimension un peu plus organisationnelle, un peu plus juridique, on va dire, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs à l'époque un label qui s'appelait DaSystem, voilà, qui a servi d'ailleurs à faire toutes les productions qui paraîtront par la suite. Et donc arrivé donc Night and Day, il y a cet album qui sort, donc là c'est un EP encore de 8 titres. Cette fois pour moi il s'agit d'une de mes premières apparitions moi en tant que rappeur je pense, parce que c'était en 96. Et j'avais pas posé sur l'album Laisse-nous faire, l'album d'avant, mais évidemment oui j'avais posé sur celui-là dans un freestyle anthologique qui s'appelait Reste pas de glace, sur lequel on retrouvait tout le monde, sauf Princesse Agnès à l'époque, parce que Princesse Agnès elle a commencé à intégrer l'équipe, elle était déjà là au moment où on a sorti évidemment l'album Ça se passe, mais pour des raisons techniques, parce qu'il me semble bien qu'elle était à l'école, hein, elle était très très jeune à l'époque, elle était même au lycée, même pas au lycée, au collège, enfin elle avait 15-16 ans, elle était très 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 jeune, donc forcément elle n'avait pas pu venir à l'enregistrement parce que c'était un jour de classe, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'était pas sur ce morceau, mais Princesse Agnès, elle commence déjà à arriver dans l'équipe à cette époque-là, à l'époque de l'album Ça se passe. Et donc l'album Ça se passe, d'ailleurs après s'enchaînent les projets, hein, justement Princesse Agnès elle intègre l'équipe, donc c'était une nouveauté, il y avait très peu de filles hein, qui rappaient, quasiment aucune. On connaissait Sté, c'est tout, on avait vaguement entendu parler de Calibra aussi, et à l'époque évidemment de Salia, mais bon Salia ça a été épisodique si j'ose dire. Et donc il y avait très très peu de filles, c'était la référence, c'était Sté. Et donc Princesse Agnès arrive là-dedans et c'est vrai qu'elle a foutu un grand coup dans le business parce qu'en arrivant avec un putain de flow, un putain de morceau qui s'appelait Princesse au mic là sur le Redeem, donc c'était assez énorme. Et évidemment, on a même été contacté à l'époque par Sulibi qui était le producteur de Sté pour inviter Sté et Princesse Agnès à une collaboration parce qu'il pensait que évidemment Princesse Agnès était la seule fille qui avait le niveau autant que Sté. Voilà, donc c'était énorme et tout, parce que c'était une absolue référence, hein, faut bien comprendre, il n'y a aucune fille quasiment vraiment dans le mouvement. Et donc il y a Princesse Agnès, on a commencé à faire des scènes. Et il faut bien voir qu'elle n'a jamais fait de scène de sa vie. Moi j'avais quand même un passif avec Diabuse assez important. Donc il a été décidé, on faisait des réunions aussi d'Assystem, que j'accompagnerais donc Agnès sur scène parce qu'à la suite de sa participation dans une des compilations produites par Baclay qui s'appelait Labels, sur laquelle il n'y avait que des filles, hein, donc c'est que des filles qui posaient. C'était marrant parce qu'il y avait que des filles, mais la plupart étaient évidemment soutenues par des mecs par derrière. Hein, alors la fameuse... le fameux adage derrière tout homme se cache une femme, là on aurait pu dire derrière toute femme se cachait un homme, c'était un peu ça. Et donc moi j'étais l'homme qui se cachait derrière le Princesse Agnès, donc évidemment toute l'équipe de DaSystem. Donc on l'a accompagné dans cette tournée organisée par Labels et Barclays à l'époque, le label d'Universal, hein, Barclay, la maison de disques. Et on a fait plusieurs dates, hein, assez anthologiques d'ailleurs, des souvenirs, je peux pas raconter ici tellement c'est hallucinant. En tout cas c'était bien drôle, une grosse tournée. Et de ça évidemment avec Agnès il est né une espèce, on peut dire, d'amitié, puis en plus de ça évidemment de concept, parce que moi je lui dis bon je t'accompagne sur scène, donc on va faire un show à deux. Donc on s'est mis à faire un show évidemment commun. Hein, puis de toute façon Agnès elle avait qu'un morceau solo, hein, donc c'était le tout début de sa carrière. Hein. Et donc on a fait plusieurs dates comme ça et où on a plus ou moins quand même retourné les salles, c'était assez anthologique, entre autres une date à Provins, pour ceux qui se souviendront, en 96 je pense, un énorme concert où il y avait Sté d'ailleurs, il y avait nous, et je pense que nous faisons partie des groupes qui avons le plus retourné de loin, mais vraiment c'était incroyable, extraordinaire. D'ailleurs, voilà, pour le plus grand des hasards, dans le jury, il y avait des gens qu'on connaissait, y compris un de nos directeurs artistiques d'Universal, mais qui venaient de nous connaître. Hein, à l'époque, quand on venait d'arriver à Universal, ça faisait quelques mois qu'il nous connaissait, et il a été évidemment impressionné par notre performance. On a retourné la salle ce jour-là à Provins, c'est extraordinaire. Et donc on a continué comme ça jusqu'à ce qu'on se dise que finalement il fallait mettre tout ça
un peu plus poussé, un peu plus structuré. Et on a décidé de faire les spécialistes. Voilà, donc on a fait le groupe Les Spécialistes. Et on a dit on va s'appeler Les Spécialistes. Et on était, sans qu'on l'ait remarqué nous-mêmes, sans l'avoir voulu, enfin on n'a rien, on n'a pas cherché en fait un concept particulier, mais on s'est rendu compte que c'était particulièrement original parce qu'il n'y avait aucun groupe mixte dans le rap. Mais pas dans le rap français, dans le rap tout court. On ne trouvait pas d'autres exemples, même aux États-Unis, même voilà, partout sur la planète, de tous les groupes qu'on connaissait. Alors il existait des fois des groupes où il y avait une fille avec plein de mecs, etc., mais il n'y avait pas de duo, un mec et une meuf. Hein, comme ça se fait souvent dans la chanson, hein, vous savez, hein, les duos. Dans la chanson, c'était assez courant. Or, dans le rap, il n'y en avait aucun. Nous étions le seul duo mixte du rap français. On avait une spécificité absolue. À tel point qu'on s'en était pas rendu compte nous-mêmes, je vais vous dire, tellement c'était pas calculé, j'ai envie de dire, hein, parce que y a des gens qui croient, oh là là, je fais des gros calculs tout le temps pour faire du buzz, oh là, j'ai fait les spécialistes parce que c'était le seul duo. Non, 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 pas du tout, non, j'y avais jamais pensé même. C'est au moment où en fait on a fait notre premier album, parce qu'en fait on a sorti un premier EP déjà, hein, qui s'appelait Sortie de l'enfer, alors avec des morceaux dessus, voilà, assez hardcore, tout était produit par Mistadi bien évidemment, et de la griffe d'Assystem. Alors c'était une sortie en vinyle, parce qu'à l'époque on sortait des vinyles, hein, ça se fait plus, il y en a qui savent même plus ce que c'est qu'un vinyle, peut-être même, hein, donc un vinyle, vous savez, la galette de disque noir, machin, c'est voilà, un super objet qu'on tient dans la main à la fin, avec une grosse pochette, hein, c'est mieux que les pochettes de CD, parce que là la pochette elle est en gros, quoi, hein, on a l'impression d'avoir une affiche, et voilà, ça c'est toute une époque, quoi, hein, donc l'époque des vinyles, pour ceux qui ont connu, et ça marchait très bien, parce qu'il y avait un public qui achetait les vinyles c'était un énorme public qui était derrière. Et donc on a continué après la sortie de ce premier EP, de ce premier maxi, à avoir une proposition chez BMG. Donc là on a sorti un album, le premier album donc, des spécialistes, si j'ose dire, un album éponyme. Hein. Donc cet album sorti voilà, avec tout l'entrain, la motivation qu'on avait à l'époque. Évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas pu faire de clips. Hein. C'était plus compliqué de faire des clips à l'époque, il faut le savoir, qu'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte. Aujourd'hui, on a une facilité à faire des clips. À l'époque, c'était beaucoup moins évident. Faire des clips, c'était une tâche beaucoup plus ardue. Il fallait avoir du matériel, il fallait avoir de la vidéo, il fallait avoir une table vidéo. Il n'y avait pas autant de facilité avec le montage et les logiciels de montage et de facilité pour le tournage, etc. Il fallait avoir une équipe de professionnels. Aujourd'hui, n'importe qui fait un clip, hein, vous voyez, c'est plus ça à la portée de tout le monde. Là, quand vous remettez dans le contexte, donc 99, 98, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc on n'a pas fait de clip, ça c'est un grand regret. Donc l'album est sorti, il y a eu un énorme succès d'estime, on peut dire. Pas de succès commercial hein, de grande envergure, mais on vend quelques dizaines de milliers de disques, qui est très 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 honorable à l'époque. Puis surtout ça nous permet de faire énormément de concerts, de faire des tournées, de vivre un peu de la musique. Mais sans connaître le succès commercial, si j'ose dire, de grande envergure. Hein. Oui, bon, je vais pas m'acheter une nouvelle BMW, mais bon, j'aurais bien en tout cas de quoi vivre, de quoi manger, de me nourrir largement avec les concerts et les royautés. Mais bon, après, on a sorti, donc après cette sortie de cet album éponyme, donc en 99, Diabuse aussi, parallèlement aussi, ils avaient sorti leur album chez Universal. Donc c'était une grande année, on a sorti 2 albums la même année. Hein, ils l'ont sorti, s'il me semble, en février, et le nôtre est sorti en plein été. Hein, d'ailleurs, plein de gens à l'époque avaient critiqué, évidemment, en me disant on ne sort pas un album l'été. Je me rappelle, je crois que Coma aussi avait sorti son album l'été, le premier album de Coma. Un excellent, un grand classique d'ailleurs, premier album de Coma, lui aussi je passe une dédicace, et on était sortis quasiment le même jour à l'époque.
Et donc, voilà, on avait sorti cet album-là qui nous a permis de continuer notre parcours. Et puis, de fil en aiguille, grâce à cet album et à tout ce qu'il a généré, on a été en contact avec quelqu'un de très connu dans le rap, et même hors du rap, et même hors de France. Hein, c'est Coup de chaîne du groupe NTM, évidemment. Donc voilà, il y a eu cette rencontre. Alors cette rencontre, on l'a pas eu au départ. Coup de chaîne, alors moi-même je l'avais jamais rencontré avant, hein, dans la période des années 90. J'avais eu vent de bruit, de rumeurs, comme quoi il appréciait mon rap et qu'il aurait voulu me signer, ce qui, à l'époque, vous voyez, moi aussi j'avais cru que c'était un poisson d'avril, vous voyez, je l'avais pris, là je l'ai jamais cru, quoi, en fait, jusqu'à que je le rencontre. Hein, je vous dis, je crois que c'était un poisson d'avril, parce qu'on des gens qui le côtoyaient, en fait, à l'époque, me l'avaient rapporté, mais j'y croyais absolument pas, je me disais que c'était une rumeur et que c'était faux. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai réussi, j'ai pas cherché en même temps, mais on s'est rencontrés par le plus grand des hasards en Côte d'Ivoire, voyez-vous, à l'Hôtel Ivoire, hein, aujourd'hui même le siège le siège de Alassane Dramane Ouattara. Et ben à l'époque, c'était l'hôtel où on a résidé pour ce grand concert qu'on avait fait à Abidjan aussi, pour ceux qui s'en rappellent, un de mes meilleurs concerts, d'ailleurs dans mon top de tous les concerts souvenirs extraordinaires que j'ai pu vivre. Celui-là, en tout cas, fait partie évidemment des plus grands souvenirs, donc à Abidjan, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Un concert de rap français énormissime, voilà. Et c'est la première fois que moi, là, j'avais rencontré Coup de chaîne, et puis il était avec Format People, c'était la grande époque Format People, avec Staflex, Zoxy, Lorco City, etc. Enfin, le buzz absolu, hein. Et voilà, c'était un putain de concert. Alors, j'ai récupéré le chat, je vais pouvoir voir de quoi vous parlez. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, évidemment, je ne peux pas répondre à rien parce que ça, il y a un bug absolu. Alors, oui, il fallait inviter Olivier Cachin, d'accord. À l'époque, le premier tube de France, c'était Benny B, mais vous êtes fous, voilà. Ozzy demande à Steph de nous faire une démo. Ouais, des bars m'amène Ozzy, spécial dédicace. Pas plutôt Ayam ou NTM? Voilà une question intéressante, Yasmine. Plutôt Ayam ou NTM? Eh ben, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait deux écoles, effectivement. Que NTM était quelque chose qui était abrupt, et Ayam était quelque chose de très posé, réfléchi. Effectivement, et ça forme un peu les deux parties dont on a besoin, même en nous-mêmes, entre, j'ai envie de dire, l'intuition et la raison. Entre, vous voyez, ce qui pourrait être à fleur de peau et ce qui pourrait être avec le recul. On a un peu ces deux côtés en soi. Et pour moi, Ayam et NTM, ils avaient ces deux faces-là absolues, hein. Et la face d'Ayam étant évidemment la face du posé, du réflexif, et la face d'NTM étant celle du accru et rentre dedans. Donc je pense que les deux sont nécessaires. Je peux pas faire un choix véritable entre Ayam et NTM, sachant que moi-même, si on devait me rapprocher d'une des deux écoles, je ne sais même pas où est-ce qu'on me placerait finalement. Vous voyez. Donc ce serait, faudrait bien me le dire. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment ces deux écoles-là, quoi, qui a toujours eu dans le rap. Hein. Moi, voilà. Vals fait ta valise, Picsou il nous dit, tu m'étonnes, on pourrait faire un remix, oui, Vals fait ta valise, ça peut être très drôle, très drôle à reprendre, effectivement, ça peut être très drôle. Voilà. Alors, ouais, Format People, te parler du service public, il fallait lui dire, voilà, exactement, tu m'étonnes. Alors... Si Génération est une radio mainstream, c'est mal barré pour qu'il vienne. Bah justement, moi je voulais lui demander, enfin j'espère qu'il va venir, hein, tout n'est pas fini, mais bon là je commence à m'inquiéter effectivement, mais bon, je voulais lui demander par rapport à Génération, parce que Génération c'est la radio qui a lancé aussi tout ce que je vous parlais de l'époque du début. Ça a été quand même la radio phare du début des années 90, de toutes les années 90, et même du début 2000, qui a été la lanceuse de talent, quoi. Ça a été la niche à talent, hein, de tout le rap français, hein, en général.
Et donc, voilà, ils ont eu un super rôle à jouer. Hein. Moi, je les ai connus, Génération, quand ils étaient dans l'hôpital encore. Hein. Il faut se rendre compte, c'est une radio qui avait des locaux dans un hôpital au Kremlin-Bicêtre, au fin fond. Hein. Donc, dans une petite pièce et tout, ils ont commencé comme ça, pour finir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, oui, ils ont eu un sacré parcours. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Putain, il y a eu énormément de messages, je n'ai pas pu tout lire, désolé. Voilà, tu peux pas commencer sans inviter Steph Ozzy qui avait demandé ça à 21h17, mais mon cher, c'est exactement ce qu'on a fait. Je voyais, tu vois, Ozzy, on est encore en phase, mon cher. Alors, il a pu recevoir des pressions, non, quand même pas. J'espère pas quand même. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Les métanotes, on va lancer une page Facebook. On la s'appellera Omerta, c'est mignon. Et tu pourras faire passer plein de trucs. Mais l'affaire à 3, ce sera un peu plus riche en actualité. Eh ben, vas-y, fais la page, mon cher RKF, et on en reparle, il n'y a pas de souci. Alors, page me rappelle des années 90, Diabus System, tu étais de Pontoise comme LSO. Voilà, LSO, bien sûr, je me rappelle. Eh ben non, Ewan, j'étais pas de Pontoise, mais Princesse Agnès, oui. C'est pour ça que j'allais souvent à Pontoise à l'époque. Alors si on s'est croisé vers Pontoise, c'est pas étonnant parce que Princesse Agnès, elle était de Pontoise et on allait passer souvent des moments là-bas ou même quand on allait taper des week-ends à Pontoise. Donc vous voyez, j'étais très souvent, ouais, si peut-être on s'est croisé là-bas, c'est possible. En tout cas, LSO, bien sûr, je m'en souviens archi bien. Alors, Julio il me dit, Tepa, quel est le meilleur album de rap français de tous les temps et le morceau pour toi? Ça, c'est extrêmement difficile comme question. Moi, pour moi, parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont quand même choqué, que j'ai adoré, etc. en rap français, que je vais retenir. Donc c'est dur de choisir un album, me dire, ouais, l'album du rap français par définition. Mais après, quand on me dit, allez, t'en choisis un, parce qu'il y en a plusieurs, hein, vraiment, que je mets au même niveau. Mais celui qui me fait absolument kiffer dans tous les sens et que je ne m'en remets pas, ça restera Opéra Puccino de Oxmo Puccino. Voilà. Je le dis, souvent il fait vraiment partie de mes top. Je ne m'en remettrai pas. Voilà. Je pense que lui-même a mis la barre excessivement haut avec son premier album. Il le sait aujourd'hui, mais bon voilà, c'est énorme. Ce qu'il a fait est tout simplement énorme. Mais après, voilà, le meilleur morceau de tous les temps en rap français, c'est pareil, c'est dur à choisir. C'est tellement dur à choisir. Tellement dur. Il y en a plein quoi, qui me font vraiment kiffer. On peut pas dire vraiment. Bah si tu veux, allez, je vais dire celui qui m'a fait le plus kiffer dernièrement, on vous l'a passé tout à l'heure, c'est Missa, le sale boulot. Voilà. Si on me demande vraiment un morceau qui dernièrement, voilà, m'a choqué dans ce point-là, dans la rime, l'écriture, les flows et le mec qui donne et qui fait passer une putain d'idée, quelque chose, et vraiment la profondeur, je cite Missa, le sale boulot, quoi. Allez, sans complexe, je lui décerne la palme parce qu'il a fait un truc extraordinaire. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, évidemment, en s'attaquant si je veux dire, aux mecs qui vendent le plus dans la rap, mais en dénonçant, et comme il a dit, il s'en fout, il est pas là pour le buzz, machin, nana ou quoi, il s'en fout, il a dit ce qu'il pensait, et je pense que c'était indispensable, et c'était fort. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs, j'ai pas pu tout voir, désolé, là je découvre un peu tous les messages. Alors, Freemaman a dit, je vois ta stache qui repousse pas mal. D'accord, je ne la retirerai plus. Justement, je la fais pousser pour toi, ma chère Freemail, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Alors, Jacques qui me dit, sincèrement, t'écoutes encore du rap, je peux pas le croire. C'est vrai que j'en écoute plus beaucoup, j'écoute plus du rap américain, je comprends moins les paroles. Oui, le rap français d'aujourd'hui, si, il y a quand même des trucs qui me font kiffer aujourd'hui. Je veux pas dire c'est faux, parce qu'il y a des groupes qui me font kiffer. On en passe, regardez les SKS, la Razia, CRSKP, tous ces groupes-là quand même. Comment il s'appelle, Blanc-Bec, avec son équipe là aussi,
2100 de All Style. 90 All Style. 90 All Style, voilà, on me reprend, vous voyez, c'est comme des souffleurs au théâtre. Voilà, 90 All Style qui déchire, franchement. Moi, tous ces groupes-là, ils me font kiffer. D'ailleurs, on va passer des morceaux de tous ces gens-là ce soir, parce que voilà, c'est quand même assez kiffant, quoi. C'est du nouveau rap, c'est des gens qui apportent quelque chose et qui se démènent pour donner une parole. Et cette parole, moi, franchement, je souscris. Mais c'est vrai que t'as raison, Jacques, je suis un peu âgé pour les conneries. Alors, je vais pas citer toutes les conneries qu'on entend, évidemment, à Skyrock et autres. Ah. Quel est le sentiment Alors, on a une question, j'ai vu, qui était assez hallucinante, qui était assez intéressante. On me dit, voilà, c'est Alice Bach, il me dit quel est ton sentiment sur l'évolution du rap et son arrivée dans la dissidence. C'est marrant, voilà, synchronicité, j'en parlais. Franchement, moi je le sens bien. Je le sens bien l'arrivée du rap dans la dissidence. Et je sens que justement, peut-être le rap il est à sa place, hein, là où il devrait être, depuis longtemps. Hein, depuis très longtemps. Parce qu'on lui a retiré toute sa substance. C'est pour ça que quand il dit Cardé, le rap vient de naître, il a raison. Parce que toute la substance révolutionnaire qui a pu exister, hein, parce que moi quand j'ai connu le rap de départ, c'était un mouvement culturel, c'était plus que ça, c'était une révolution sociale. Faut bien le voir comme ça. Nous, on l'a senti comme ça, aux États-Unis aussi. Ça a été vendu comme ça, hein, bien sûr. Et aussi, on s'est fait avoir comme ça, parce que on a bien vu qu'au final de révolution sociale, il y a derrière tout un concept assez mercantile finalement. Et toute une option, on va dire, de capitaliste, hein, qui est cachée et qui est même contre notre gré. Hein. Moi-même, j'ai été le grand promoteur du néolibéralisme, mais sans le savoir, parce que voilà, par naïveté, par comme tout le monde, par engouement pour des choses. Mais bon, je me suis fait avoir. Princesse Agnès, ça fait toujours comme un mec. Oui, elle a eu sa période comme ça. Ça lui a donné une image très garçon manqué et tout. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu avec ses baskets. Elle s'en rappelle elle-même. J'appelais ça. Je lui disais, t'as mis tes baskets du bitume. Alors, Topa, je me rappelle une rappeuse en 92-93 qui disait Lucie est notre mère. Ah bref, elle prenait la théorie de Darwin. Tu te rappelles bien sûr. J'ai son nom sur le bout de la langue et je me souviens très très bien de la rappeuse dont tu parles. Je m'en souviens parfaitement, mon cher Ewan. J'ai le nom sur le bout de la langue de cette rappeuse. Ah voilà, j'ai horreur quand c'est le truc comme ça, que tu vois exactement la personne, mais je me rappelle plus de son nom. Mais oui, je me rappelle très bien. Et elle aussi, il y avait un homme qui se cachait derrière. Il me semble bien que c'était EGM qui l'avait ramené. Mais à vérifier, mais oui. Toujours. Ah ben, je m'en souviens très très bien.